Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous. Nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et de votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans l'épisode du jour, je vous présente un livre qui, malheureusement, n'a pas le succès qu'il mérite. Alors, si je vous dis Victor Hugo, vous allez tout de suite penser Les Misérables, Notre-Dame de Paris. Raté. Cette fois-ci, on va parler des Travailleurs de la mer. Alors, ça va être compliqué pour moi, je vous le dis, parce que c'est un de mes livres doudou. Et vous avez remarqué, vous me connaissez, que dès qu'on met une pièce, on est parti et je peux aller comme une brute sur le sujet. Donc là, je vais faire en sorte de vous expliquer le plus calmement, sans partir dans mes délires de « ouais, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Un peu de focus. Vous allez comprendre que le mot focus est le mot le plus important dans ce livre. Petite remise en contexte, les Travailleurs de la mer ont été écrits par Victor Hugo en 1866 à Guernesey. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il est en période d'exil. Donc, il va tout projeter sur son personnage principal qui s'appelle Gilliatt. Gilliatt, Gilliatt. Personne n'est là pour vous juger sur la manière dont vous prononcez les mots. Et en fait, Hugo, à ce moment-là, il est sous exil parce que, pour des raisons politiques, par rapport à Napoléon III, qui l'a un peu beaucoup mis dehors de la France. Donc là, vous imaginez, il est sur une île, tout seul, à Guernesey, dans sa maison qui s'appelle Hauteville House. Et on peut dire que la santé mentale de Victor Hugo pêche un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà visité, mais la maison est assez sinistre, elle est très sombre, elle est engoncée. Vraiment, c'est un peu une maison de maniaque. Et c'est Hugo qui a tout fait. Il a tout créé. C'est un artiste total. Il a décoré toute sa maison avec des sculptures, avec des meubles. C'est noir, c'est un peu glauque en fait. Enfin moi j'aime pas du tout, c'est oppressant. C'est oppressant, mais comme chez certains neuroas en fait, ça nous rassure. Tout ce qui est oppressant, il y a des neuroas qui vont adorer avoir un amoncellement de choses parce que ça va les protéger de l'extérieur, et d'autres au contraire ça va dire non, c'est une surcharge sensorielle, c'est pas possible. Donc Hugo écrit dans ce contexte-là, il écrit au dernier étage de sa maison qui donne sur la mer, et comme à son habitude, il écrit nu. Et il écrit en regardant la mer. Pourquoi c'est important que je dise qu'il écrit nu ? C'est pas parce que, bon, effectivement, Victor Hugo était un prédateur sexuel, on va pas se mentir, mais Hugo écrit nu parce que c'est au niveau de sa surcharge sensorielle, en fait, c'est parce que ça lui crée du froid et c'est super désagréable, donc en fait, il n'a pas le choix, il doit écrire vite et ça se ressent sur son écriture. Alors, de quoi parlent les Travailleurs de la mer ? Les Travailleurs de la mer, c'est l'histoire de Gilliatt qui va sauver un bateau pour conquérir la femme qu'il aime. C'est nul comme résumé, ça donne pas envie de le lire. Et en fait, ce livre-là, il est bouleversant parce qu'il y a tout. Il y a une neuroatypie à tous les niveaux. La neuroatypie de Victor Hugo, dont je viens de vous parler un petit peu. La neuroatypie de Gilliatt, dont je vais vous parler ensuite. Le féminisme quand même assez marqué de Déruchette, vous allez découvrir qui c'est après, et surtout, vu l'édition que je vous prépare aujourd'hui, c'est la première édition, celle qui a été illustrée par François Chifflard. Et alors là, on est dans le paroxysme, le summum de la neuroatypie, dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de plus au niveau de l'émulation, au niveau de c'est évident, c'est intense, ça part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. C'est ça, les Travailleurs de la mer. Alors en fait, l'histoire, c'est Gilliatt qui vit sur l'île de Guernesey, qui vit avec sa mère. Et vous remettez dans le contexte, on est au 19e siècle, maintenant on a le ferry, on a tout ce que vous voulez, à l'époque c'est un peu plus compliqué. Et en fait, vous avez Gilliatt qui vit seule avec sa mère, qui est totalement isolée des autres, parce que déjà c'est le fils de la sorcière. À l'époque, toutes les femmes qui ne correspondaient pas au moule, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas mariées, celles dont on ne connaissait pas l'histoire, qui un jour débarquait dans une ville sans connaître son passé, forcément c'est suspicieux. Et en fait, c'est le fils de cette femme-là, qui en plus, haute trahison, ne va pas à la messe, et en plus elle a des livres. Vous imaginez à l'époque une femme célibataire, fille-mère, bon, grosso modo, son fils est un bâtard forcément, qui en plus de ça ne va pas à la messe et lit des bouquins qui sont
interdits. Alors les bouquins interdits, c'est juste des bouquins sur les plantes, hein, donc bon, on est vraiment sur du hardcore au niveau de l'interdiction. Mais déjà, en plus, ils sont installés dans la maison qui est supposée hantée sur l'île. Donc tout ça mis bout à bout, en fait, Gilliatt, il part pas avec toutes les meilleures billes dans la vie. Il est complètement ostracisé par les autres, mais en même temps ça le dérange pas, parce que lui, son univers, c'est sa mère, c'est la nature, c'est la mer, donc sa maman et la mer, l'eau. C'est vraiment les deux. Et en fait, ils ne se sont heureux que dans cet esprit-là, et il n'a aucune idée de la réalité des codes sociaux. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Vraiment, c'est pas son truc, c'est pas son délire. Ce qui fait que de lui-même, en fait, il s'ostracise. Alors, qui ostracise qui? Est-ce que c'est lui, à force de se faire rejeter par les autres, qui ne va plus vers eux, ou est-ce que c'est parce que, à force de ne pas reconnaître les codes des autres, il se fatigue de lui-même et il se sépare? En tout cas, c'est vraiment le rapport qu'on peut avoir nous en Euroa, dans le sens où on n'a pas les codes sociaux, on sait faire, on sait pas faire, on se fait rejeter, et c'est la violence du monde qu'on ne comprend pas. Donc c'est tout ça dans sa tête. Donc en fait, qu'est-ce que fait Gilliatt? En fait, il parle pas, il se mêle pas aux gens, mais par contre, c'est un génie de la réparation. Ça, c'est son truc, c'est son hyper focus, c'est la réparation. Ce qui fait que même si les gens de l'île ne l'aiment pas, ils sont obligés de reconnaître que si vous avez un problème de bateau, si vous avez un problème de maison, de toiture, de tout ce que vous voulez, c'est Gilliatt que vous appelez. Ça va être un ours, mais il fera un super boulot. Et un jour, donc, il y a la Durande, qui est le bateau qui fait la liaison entre Guernesey et la Terre, qui se fait couler. Je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, je dirais juste que c'est le karma, c'est une vengeance et c'est la médiocrité de certains hommes. En tout cas, le patron se retrouve avec un bateau qui est inaccessible, qui est coulé sur un rocher, sauf que il faut absolument le récupérer parce qu'à l'époque, c'est le seul bateau qui est une cheminée. C'est un bateau à vapeur. À l'époque, ça vaut une fortune. Je ne peux même pas vous dire de faire de correspondance avec le monde actuel, tellement c'est phénoménal. C'est la seule voie d'accès. Donc, c'est le commerce. Donc, c'est les gens qui peuvent rentrer, qui peuvent échanger. En gros, si ce bateau n'existe pas, c'est la mort de l'île. Et c'est la mort de sa société à lui, parce que vous vous doutez bien que pour faire les traversées, il faut payer. Donc, gros problème, tout le village se réunit. Comment on va faire? Est-ce qu'il faut faire? Donc le patron est là et il annonce ça de je suis ruiné, aidez-moi, l'île va mourir si on n'a pas ce bateau. Et cet homme a une nièce qui s'appelle Déruchette. Alors, me demandez pas pour les noms, je trouve pas que ce soit le nom le plus sympa pour une femme. En tout cas, voilà, elle s'appelle Déruchette. C'est la nièce du propriétaire de bateau. Et vous allez voir, c'est un personnage central, même s'il n'est pas vraiment présent, il est là. Il est là, on parle d'elle, elle est la raison. C'est un peu la Hélène de Troie des travailleurs de la mer. Le bateau est en train de se perdre, tous les espoirs, toute la vie de son oncle est en train de se détruire, et donc le sien, parce qu'évidemment c'est la pupille de son oncle. Et elle décide un peu contrainte et forcée, son oncle dit j'offrirai la main de ma nièce en mariage à l'homme, évidemment, parce qu'évidemment c'est pas un travail de femme, à l'homme qui pourra sauver la Durande. Elle dit rien, elle encaisse, mais à un moment elle valide en disant ok, je m'offre à celui qui pourra sauver le bateau, parce qu'au final c'est elle aussi qu'elle se sauve aussi, parce que si elle a plus cette perspective d'avenir, de mariage et d'héritage de la part de son oncle, sa vie à elle c'est pas la plus florissante qui l'attend. Donc elle met, tous les hommes parlent de oui, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Gilliatt est dans la salle, il ne dit rien, mais par contre le soir même il prend son sac, dedans il met quelques outils, il met du pain, du fromage, et en fait il s'en va. Il s'en va où? En fait il s'en va sur le bateau, sur le rocher, pardon, où la Durande est bloquée. Donc vous imaginez le bateau, vous imaginez la cheminée. Tous les autres hommes ont peur. Lui,
Bah pas vraiment en fait. Parce que, comme je vous ai dit, sa mère, qui à ce moment-là est morte, et la mère, c'est son élément. Pourquoi ? Parce que elle ne le juge pas. Il peut lui parler, il a les codes de la mère, des animaux. Tout ça, il connaît. C'est son environnement. Donc, bah en fait, il est bien. Comme beaucoup de neuroas vont s'ennuyer dans un quotidien qui est fade, où on va nous demander 12 fois de rabaisser la lunette des toilettes, rabaisser les lunettes des toilettes, c'est quand même pas compliqué les gars, où on va demander de fermer les portes de placard et on est incapable de le faire. Par contre, s'il y a une crise qui arrive, alors là, on est les rois, on gère. Mais alors, vous savez même pas d'où ça sort. Nous non plus à la limite, mais en tout cas, on sait, on organise, on gère. Le problème, il est réglé en 2-2, là où les neurotypiques vont s'effondrer. Nous, en fait, on gère la crise. Bah lui, c'est un peu ça. Ce qui fait que il a confiance en lui. Il va sur le bateau. Et alors, le bateau, il analyse. C'est vraiment son hyper focus. C'est son truc. Il a un problème à régler, non, il a une solution à trouver. Donc, il va sur le bateau et vous avez des chapitres et des chapitres où vous avez l'explication, où vous avez le... vous voyez l'évolution de Gilliatt qui voit un problème après l'autre et qui les règle. Parce qu'effectivement, à la base, il est parti avec un marteau mais il doit démonter une cheminée. Vous voyez, imaginez le Titanic, c'est juste pour visualiser, les grosses cheminées comme ça, vous vous doutez bien que c'est pas avec un couteau suisse qu'il va pouvoir démonter ça. Sauf qu'en partant, il savait pas ce dont il allait avoir besoin. Bah c'est pas grave en fait, parce que comme il est neuroa, comme il connaît son métier, comme il sait penser en dehors du système normal, bah en fait il va se les créer ces outils. Et c'est pas plus compliqué que ça. Sur le papier, ça va lui demander énormément d'efforts, ça va lui demander du travail, il va avoir du découragement, mais au final il a un but très précis, enlever cette cheminée du bateau, la ramener sur son propre bateau pour ensuite épouser Déruchette. Parce que oui, en fait il est amoureux de Déruchette, il l'a vu une fois de mémoire quand elle avait 14 ou 16 ans, on va pas parler de groomer parce que bon voilà, mais il tombe amoureux comme seuls les neuroas peuvent tomber amoureux d'une image, d'une personne, on va projeter énormément de choses sur une personne qu'on a vue une fois et ça va devenir l'amour de sa vie. Lui c'est un peu ça. Donc, comme elle dit qu'elle épousera celui qui va sauver... en fait, il est doublement motivé, il va régler un problème. Peut-être que derrière, il espère se faire adopter par l'île. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, lui, son but, c'est... On lui a dit que Déruchette allait se marier avec la personne qui sauverait la Durande. Et ben, il y va. On peut être très... bas de plafond entre guillemets, on va y aller, on a un but, on a une raison, on y va et on verra comment ça se passe. Et en fait vous avez des chapitres entiers, des chapitres où on voit l'analyse, où on voit les évolutions, où on voit la façon de procéder de Gilliatt, de comment il doit construire des outils, comment il s'organise pour arriver à démonter la Durande la cheminée de la Durande, et comment il vit en fait sur le bateau. Parce qu'en fait, justement, le bateau, il va couler, donc il a aussi ce délai de il faut se dépêcher, mais en même temps, je ne dois pas faire n'importe quoi. Et aussi, il doit dormir. Et en fait, il y a toute une description où il est sur son rocher qui est pas fait pour accueillir des êtres humains, donc il doit se battre avec des oiseaux dont c'est l'ennemi. Là où tout le monde aurait eu peur, lui, en fait, non, il connaît les oiseaux, il connaît leur langage, il connaît les codes. Ce qui fait qu'il n'a pas peur, il est dans son élément, même si c'est violent, même si ça part dans tous les sens. En fait, nous, petits neuroas, on sait que c'est pas grave si ça part dans tous les sens, à partir du moment où on est ancré, où on a un but, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on doit faire. Ça va tanguer fort, mais on a notre ancrage, en fait. Et en fait... s'il fait tout ça, effectivement, c'est pour Déruchette. Et Déruchette, le personnage, il est super intéressant. Parce que ce qui est d'autant plus drôle, c'est que quand on connaît l'histoire de Victor Hugo, Victor Hugo, à la ville, c'est une ordure. C'est-à-dire qu'il est marié à une femme qu'il n'aime pas. Bon, à la limite, à l'époque, se marier avec une femme qu'on n'aime pas pour des raisons sociales, sociétales, argent, dot, à la limite. C'est normal, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il l'a traité, mais alors, comme vraiment, il l'a vraiment maltraité. Mais il n'a pas juste maltraité sa femme, parce que sinon, à la limite, c'était petit joueur. Il était aussi avec Juliette Drouet, qui était une comédienne
de grand talent, qui a abandonné sa carrière pour lui. Mais lui trouvait ça normal parce que c'est le grand Victor Hugo. Je vous rappelle que quand Victor Hugo est mort, il vivait avenue Victor Hugo. Donc vous écriviez à Victor Hugo, avenue Victor Hugo. C'est la seule fois dans l'histoire où c'est arrivé. A priori, je crois que quelqu'un m'avait dit que c'est arrivé pour un autre auteur, mais on n'a jamais retrouvé qui. En tout cas, bon, voilà, Victor Hugo, quand il est mort, à pareil, 2 millions de personnes dans la rue, Johnny à côté, il peut aller se rhabiller. C'est vraiment pour vous dire l'importance de Victor Hugo à l'époque. Donc, pour lui, c'est normal que toutes les femmes se pâment à ses pieds et abandonnent leur carrière. Il y a des lettres qui peuvent être sympas, parce qu'effectivement, c'est quand même des lettres d'amour écrites par Victor Hugo, mais dans les faits, il l'a fait déménager, il l'a fait abandonner sa carrière, il lui a dit à longueur de temps que jamais je vous épouserai, même quand sa femme est morte. Enfin, et donc aucun respect pour la femme qu'il dit aimer, aucun respect pour la femme qu'il a épousée, c'est-à-dire que même quand lui il est parti en exil, il a emmené femme et enfant, il a emmené sa maîtresse qui faisait vivre à l'autre côté, qui n'avait pas le droit de venir le voir, parce que non, mais au cas où ma femme, alors que sa femme était totalement au courant de la relation. Donc vraiment, Victor Hugo, je n'aurai jamais de mots assez durs pour vous raconter à quel point cet homme est une ordure. Et quand on parle des amours ancillaires, les amours ancillaires, c'est un mot bien déguisé pour un homme, en gros le maître qui a des relations sexuelles avec sa servante. On va pas dire que c'est une relation consentie, parce qu'une servante, elle dit jamais non à son patron, parce que derrière, elle peut se retrouver à la rue. Elle se retrouvera enceinte aussi, mais elle finira à la rue dans tous les cas. Donc, on n'est pas sur un homme qui est féministe. Par contre, ces personnages les personnages féminins, sont des femmes d'une puissance, d'une souveraineté assez hallucinante. C'est-à-dire que là, Déruchette, c'est un peu l'ombre du texte, c'est-à-dire que elle va apparaître une fois quand on va lui dire que ok, je me marie parce que sinon je perds tout mon futur. Elle va apparaître à ce moment-là. Elle va apparaître effectivement au tout début du livre quand Gilliatt la découvre, quand elle a 14-16 ans. Et lui aussi, il a le même âge, hein, j'ai oublié de préciser, ils ont à peu près le même âge. Et ensuite, quand Gilliatt va faire des allers-retours entre la Durande et l'île de Guernesey, il va la revoir une fois. Et c'est à peu près tout. Donc vous voyez, c'est un des personnages centraux de l'histoire, alors qu'on la voit quasiment jamais. Par contre, le peu de fois où on la voit, le peu de fois où elle est là, et ben en fait, à chaque fois qu'elle parle, c'est pour s'affirmer. Vous voyez, elle a dit qu'elle se marierait si besoin avec la personne qui sauvera la Durande. Mais au final, en fait, ça prend du temps et elle rencontre Ebenezer. Je ne sais pas ce qui se passe avec le prénom Ebenezer. Heureusement, il n'est pas revenu à la mode, mais pour moi, Ebenezer, c'est Ebenezer Scrooge. En tout cas, bref, elle tombe amoureuse d'Ebenezer. Et en fait, elle le choisit. Parce que c'est l'homme qu'elle aime. On est en 1866. Une femme ne choisit pas. Une femme ne s'affirme pas. Et encore une fois, on parle d'un livre écrit par Victor Hugo. Victor Hugo, c'est pas n'importe qui. Victor Hugo, il y a un mot qu'il a inventé dans Les Travailleurs de la mer, qui a été utilisé par lui, et à partir du moment où Victor Hugo a mis ce mot à la mode, tout le monde l'a utilisé. Et je vais vous dire lequel après. Donc, quand Victor Hugo écrit un personnage aussi puissant que Déruchette, qui tombe amoureuse d'un homme, alors qu'elle s'était plus ou moins engagée avec un autre, et cet homme-là est amoureux d'elle, en fait c'est énorme. Et à chaque fois qu'elle parle, c'est pour s'affirmer, pour dire « je ne suis pas d'accord ». Et son silence aussi, quand elle ne parle pas, c'est aussi justement pour dire que en fait, je ne me soumets pas à ce que j'entends de moi. C'est pas qui ne dit mot consent, c'est en fait si, c'est qui ne dit mot ne consent pas. À partir du moment où elle n'a pas validé, à partir du moment où elle ne s'est pas affirmée, c'est qu'elle préfère se taire plutôt que de valider un discours qui n'est pas le sien. À chaque fois qu'elle parle, c'est pour s'affirmer, elle, en tant que femme. Et elle choisit. Elle ne choisit pas Gilliatt, elle choisit Ebenezer. Et en fait, dans un livre de Victor Hugo, à l'époque, c'est révolutionnaire. Une femme qui s'affirme, qui s'émancipe de ce qu'on lui impose, de ce qu'on lui propose, c'est phénoménal. Et là, en fait, on a toute une relation qui est intéressante parce que, encore une fois, la femme choisit. Normalement, une femme ne choisit pas. Et là, sous la plume de Victor Hugo,
il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a pas de discours moralisateur derrière, il n'y a pas... Non, en fait, elle choisit, et en fait, elle est honnête. Elle se choisit, elle choisit l'amour. À l'époque, c'est phénoménal qu'une femme se choisisse. À l'heure actuelle, les féministes revendiquent le fait de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, de vivre la vie qu'elles veulent. À l'époque de Victor Hugo, les femmes et les féministes sont dans une autre démarche, ce qui est normal parce que le temps évolue et c'est pas le même contexte. Les femmes veulent se marier par amour. Elles veulent choisir l'homme qu'elles aiment. Donc, l'air de rien, Hugo, il se met du côté des femmes. Encore une fois, c'est très drôle quand on connaît l'histoire de Victor Hugo en tant qu'être humain. Là où, pour son oncle, c'est juste une monnaie d'échange, en fait, c'est l'occasion pour Hugo, justement, de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, par contre, il va juger. Ça, il va critiquer. Dire que ça ne se fait pas d'échanger une femme pour obtenir quelque chose, pour le sauver lui, parce qu'elle, à la limite, elle trouvera une solution. On est bien d'accord, les femmes, on trouve toujours des solutions. Même si ça ne plaît pas aux hommes, on trouve toujours des solutions. Et le fait qu'elle choisisse Ebenezer, en fait, elle choisit une relation saine. Elle choisit, et ils se choisissent mutuellement parce que les deux sont amoureux l'un de l'autre. Ce qui fait qu'on est sur une relation égalitaire, on est sur un amour et un respect mutuel et un amour et choisi. Donc on prend le contre-pied total de ce que peut lui proposer Gilliatt, parce que Gilliatt, il est amoureux de manière unilatérale, ce qu'on appelle un amour oblatif. Il lui a pas demandé son avis, il a juste décidé que je suis amoureux d'elle. Son oncle a décidé que si je sauve la Durande, je pourrais l'épouser. Il va pas chercher plus loin. C'est le fameux focus, le problème des relations en fait des neuroas où on n'a pas les codes. Pour lui, il voit pas vraiment le problème. Sauf que, en fait, le problème, il va se voir quand lui va se rendre compte qu'elle n'est pas amoureuse de lui, parce qu'il va la croiser avec Ebenezer. Et là, en fait, ça va être une claque. Ça va être une claque parce que toute sa réalité explose. Parce que dans sa tête, c'était « je sauve la Durande, j'épouse la femme que j'aime ». Sauf que la femme qu'il aime, lui renvoie pas. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une chose assez stupide, on va pas se mentir. Il décide d'en finir. Il décide que pour lui, il a rendu la Durande, il a fait son travail, il a fait son devoir. À quoi bon ? Et là, il va dans la mer, il va sur son rocher et il s'installe. Et là, vous avez le moment épique où il va se battre avec une pieuvre. Et en fait, en se battant avec la pieuvre, ça va juste être pour lui l'occasion de... pas pour lui. Pour Hugo, ça va être l'occasion de symboliser tous les problèmes qui sont liés à la neuroatypie, dans le sens où ça, c'est les codes sociaux. Ça, c'est le rejet. Ça, c'est l'anxiété. Vous voyez, on est étouffé, on ne connaît pas. Et en fait, on se bat contre un ennemi, parce que si vous avez déjà vu des poulpes, c'est intense comme bébête. J'adore les pieuvres. C'est mon animal préféré. J'adore. Mais je veux pas me retrouver face à ces bébêtes, parce que c'est d'une puissance, et surtout c'est son élément. Et la mer, c'est son élément. Et en fait, et on gagne jamais contre une pieuvre. Sachez-le, si une pieuvre a décidé de vous dézinguer, on dit des lions, si une pieuvre a décidé de vous dézinguer, elle vous dézinguera, cherchez pas. Et là, en fait, on peut se dire que c'est un combat contre sa neurodivergence, et c'est vraiment le sacrifice ultime. Est-ce qu'il se sacrifie parce qu'il n'a pas eu la femme ? Je trouve que c'est pas ça en fait. Je pense qu'en fait il se sacrifie parce que le fait qu'il n'ait pas eu des ruchettes, lui respecte qu'elle l'aime pas, ça y est, ça il a compris à peu près. Est-ce que c'est justement un homme qui se fout en l'air parce qu'il n'a pas supporté d'avoir le nom de Déruchette ? Ou alors, je pense que c'est plus vers là que ça part, c'est en fait il a fait le tour, il se rend compte qu'il n'y a rien qui peut lui être apporté dans cet univers-là. Donc
il arrête. Tout simplement. On peut être très bête, hein, moi la première pour le coup, de se dire cette vie me va plus en fait, j'ai pas d'espoir, en fait je vais me foutre en l'air, ça va plus vite. Bon lui en fait il fait ça dans l'eau, il fait ça après s'être battu avec une pieuvre et en fait il se libère. C'est pas une fuite, c'est plutôt j'ai fait le tour, il y a rien pour moi ici qui va, donc en fait j'arrête. Et en fait, c'est ça qui est drôle, si on peut dire, c'est que la mer, dans Les Travailleurs de la mer, c'est pas un accessoire, c'est un personnage à part entière. Parce que vous devez lutter contre les embruns, parce qu'encore une fois, quand l'épave est lancée, elle est sur l'eau, il y a les flots, il y a les vagues qui tendent, qui attaquent. Est-ce que la Durande va tomber? Est-ce qu'elle va pas tomber? Est-ce qu'elle va aller au fond de l'eau? Mais est-ce que moi j'aurais pas enlevé la cheminée? Il y a tout ça. C'est vraiment un personnage à part entière. Et on peut dire aussi que c'est un symbole de la neuroatypie, de ce contre quoi on doit se battre. Les gens ont peur, les marins ont peur de la mer. Gilliatt, il a pas peur. Parce que sa neuroatypie fait qu'il est pareil à tout en fait. Il n'est pas dans les codes. Il apprend les codes de la mer. Parce que la mer ne juge pas, elle est imprévisible. Bon, on va gérer. On adore, nous, tout ce qui est... en fait, pour nous, c'est tellement imprévisible que ça nous rassure d'être dans l'imprévisible. Les choses, les routines, on ne supporte pas, on ne comprend pas, on ne conçoit pas. Par contre, l'imprévisible, dans la majorité des cas, on arrive à gérer parce qu'on connaît ces codes-là. Parce que c'est pas des codes sociaux, c'est des codes naturels. Et en fait, Gilliatt, il a grandi là-dedans. Encore une fois, il n'a pas grandi dans le langage, il n'a pas grandi dans les livres, il n'a pas grandi dans les rapports humains, il a grandi dans la réalité, dans le tangible, dans la vie. Il ressent la mer, il connaît les oiseaux, donc il a ces codes-là, même si ces codes-là sont imprévisibles, il a ces codes-là. Donc, voyez ça comme un chirurgien en fait, qui sait une opération, comment elle doit se passer, et que il peut y avoir des problèmes, c'est pas grave, je suis pareil à tout. Et en fait, on est vraiment là-dedans, dans Les Travailleurs de la mer. Et ce côté obsessionnel, ce côté focus, ce côté écriture en fait, et côté personnage, en fait, c'est une méta. C'est quatre personnes qui se retrouvent entre eux. Vous avez la neuroatypie de Victor Hugo qui écrit, mais c'est un chirurgien. Franchement, il n'y a pas un mot qui va de travers. C'est le vocabulaire. Pour être honnête, en fait, la première fois que j'ai lu Travailleurs de la mer, c'était sur une liseuse. Pourquoi? Parce que dans les liseuses, il y a un dictionnaire intégré. Et j'ai eu besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un vocabulaire technique que je n'ai pas. J'ai pas de marin dans mon entourage, les outils encore moins, donc des outils qui sont faits pour réparer des bateaux, j'ai pas le vocabulaire. Mais Hugo, c'est ça, c'est de la chirurgie, c'est pas un mot pour un autre, il emploie le bon mot pour le bon objet. C'est des sensations, c'est quand il se bat avec la pieuvre, vous vous battez avec la pieuvre, c'est d'une intensité, d'une précision. C'est génial. Donc ça, vous avez ça. Vous avez aussi pourquoi l'histoire de la mer. Encore une fois, Hugo a écrit ça sur Guernesey. Donc il est entouré par la mer. Il entend le vent dans Hauteville House. Il entend les vagues qui tapent. Il entend vraiment sa maison. Vous voyez des photos. Il y a vraiment un patio. Alors ça s'appelle pas un patio, mais une véranda de haut. Pardon pour mes profs d'histoire de l'art où j'ai totalement oublié le vocabulaire, mais il entend, et puis on n'est pas sur l'isolation, on est sur l'isolation du 18e, 19e, donc c'est pas tip top. Donc il y a le verre qui claque, il y a vraiment tout cet univers, il est vraiment dans ça. Et il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, la fille de Victor Hugo, Léopoldine, est morte, elle est déjà morte, et elle est morte noyée. Donc Hugo, à travers Les Travailleurs de la mer, il met sa douleur, il la sublime en fait dans ce texte-là. Donc vraiment l'eau, la mer, tout ça, c'est super important. Et là, on est sur encore une autre importance parce que, vous le savez, dans les épisodes, je vous présente toujours un livre. Et là, le livre, avant de vous le présenter, qui est juste magnifique, s'il part pas à la vente, c'est pas grave. En fait, ce livre-là, c'est une première édition que je vais vous présenter, qui a été éditée par François Chifflard. François Chifflard, malheureusement, il est plus connu et c'est un scandale et c'est à ma hauteur, je veux le remettre en avant. En fait, Chifflard, c'est un graveur qui est né à Saint-Omer. Qui est à Saint-Omer, il a 250 ans. Et c'est un génie. C'est vraiment un génie.
Quand j'étais guide au musée de Saint-Omer et que je le présentais pour expliquer aux gens, je disais, c'est le Elon Musk de la gravure de l'époque. Dans le sens où, alors Elon Musk, entrepreneur, hein, pas politique, dans le sens où Elon Musk, on peut lui reprocher énormément de choses au niveau de ce qu'il a fait au niveau de la conquête spatiale. Tout le monde est à genoux devant lui parce que dans les faits, c'est le meilleur. Donc, et il a cette intransigeance. Elon Musk, c'est pas un tendant. Il n'est pas dans le câlin, il n'est pas dans le. Il fait, je veux ci, je veux ça. Vous allez en crever. Je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est ça que je veux. Schifflard, c'était cette même intransigeance. C'est-à-dire que ça lui a pas vraiment réussi au niveau de sa carrière parce qu'il était intransigeant. C'est-à-dire que même si vous aviez les moyens de payer, vous n'aviez pas forcément les moyens de vous offrir un Schifflard. Et en fait, lui, dès qu'il était tout petit, il voulait être peintre d'histoire. Bon, il n'a pas pu être peintre d'histoire. Il est quand même Grand Prix de Rome. Mais en fait, c'est au niveau de la gravure. Allez voir. Allez vraiment voir ce que c'est François Schifflard. Et de sa fougue de neuroatypique, mais alors à un niveau assez fou, il a envoyé à Victor Hugo des gravures. À lui, parce qu'il faut savoir que Hugo et Schifflard ont les mêmes idées politiques, à savoir ils sont républicains. C'est pour ça que l'autre qui s'est fait virer par Napoléon III, voilà. Donc lui, dans la fougue de sa jeunesse, François Schifflard envoie son travail à Victor Hugo. Et là va débuter une bromance. C'est hallucinant quand vous lisez les textes qui s'envoient. Enfin voilà, c'est une bromance. Quand les éditeurs de Hugo décident de rééditer Les Travailleurs de la mer, Hugo impose François Schifflard. Gustave Doré a refusé d'illustrer Victor Hugo en disant que c'est trop compliqué. Victor Hugo a imposé François Schifflard en disant il est le seul qui sait transcrire par image ce que moi je veux transcrire par les mots en fait. Donc on est sur ce niveau de autant d'intransigeance que de talent, que de précision chirurgicale. Et en fait, on est sur une analyse de texte par une analyse de dessin par deux personnes. Imaginez deux lions dans une cage enfermés pendant 15 jours sur Outville House à Guernesey. C'est un truc de titan. Et parce que d'un côté il y a Schifflard qui ronge son frein parce que Victor Hugo est son héros et Victor Hugo qui prend toute la place. Sauf qu'à un moment Schifflard dit non attends, tu m'as engagé moi pour faire les gravures, donc on va se calmer. Donc en fait, cette œuvre-là, ce livre-là, il est juste d'une beauté phénoménale. Et là, je vais vous le présenter. Regardez ce livre qui est juste magnifique. On est sur une première édition, donc du vivant de Victor Hugo, avec, alors, pour ne pas vous trahir, on est, voilà, Travailleurs de la mer, on est sur du Hetzel. Hetzel, c'est les meilleurs, avec MAM, ça fait partie des meilleurs éditeurs qui existent encore. Vous voyez l'état du livre. Et surtout, vous avez la beauté des gravures et la beauté du texte. Franchement, ce livre, quand je suis arrivée dans la salle d'exposition la première fois et que j'ai vu toutes les œuvres de François Schifflard, j'ai pris une claque et vraiment j'ai pleuré. J'ai pleuré devant une telle beauté. Et en toute honnêteté, j'avais pas encore lu Les Travailleurs de la mer. J'ai fait des extraits au lycée, mais en même temps, les extraits au lycée, c'est quand la scène où c'est Gilliatt qui est sur son rocher, franchement, avec ses outils, on s'en fout. Enfin, c'est pas le truc le plus intéressant. Par contre, de voir les œuvres de Schifflard, ça a été quelque part comme une épiphanie. C'est très drôle quand on connaît mon prénom, mais en fait, c'est ça, c'est cette beauté. Et là, d'avoir entre les mains une édition originale, illustrée par François Schifflard, des Travailleurs de la mer, qui a un texte, mais tellement sous-estimé de Victor Hugo, franchement, c'est juste magnifique. C'est vraiment d'une beauté, c'est vraiment voilà, c'est une qualité d'impression, c'est une qualité de dessin, d'impression dans les deux sens, c'est des eaux fortes. Si vous aimez Victor Hugo et que vous ne connaissez pas Les Travailleurs de la mer, foncez. Si vous ne connaissez pas Victor Hugo mais que vous aimez la gravure, foncez. Ceux qui connaissent Gustave Doré, pardon, mais Schifflard il est au-dessus. Parce que Gustave, c'est de l'académisme, c'est très propre. Mais au niveau de l'émotionnel, Schifflard, il a non seulement le talent, techniquement vous pouvez rien reprocher, parce qu'il était hyper focus. En fait, soit il maîtrisait à la perfection, soit il maîtrisait pas.
soit c'était le meilleur, soit c'était rien. Donc autant vous dire que Chifflard n'était pas beaucoup aimé par ses contemporains, c'est pour ça qu'il est tombé dans l'oubli. Vraiment, ce livre, c'est une claque. Et le mot que Victor Hugo a mis en avant dans ce livre, qui va vous étonner, non mais c'est pas vrai, c'est le mot pieuvre. En fait, avant Victor Hugo, on ne parlait que de poulpe. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Malo, je suis allée il n'y a pas longtemps, vous allez voir les cartels à l'aquarium, c'est poulpe commun. Alors déjà 2 insultes, parce que poulpe, bon voilà, est commun, ça n'existe pas un poulpe commun. Mais voilà, avant c'était le mot poulpe. Victor Hugo alors il n'a pas inventé le mot pieuvre, mais en fait le mot pieuvre c'est un mot d'argot de l'île de Guernesey, dans du patois de Guernesey. Et en fait, comme il l'a utilisé pour parler de ce magnifique animal, c'est devenu la référence. Maintenant, on parle autant de poulpe que de pieuvre. Il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence, c'est que c'est Victor Hugo qui a mis à jour ce livre-là. J'espère que vous allez aimer autant que moi la découverte de ce livre. J'espère que vous allez vouloir venir découvrir cet exemplaire en particulier. Encore une fois, c'est une édition originale, ça court pas les rues, donc premier arrivé, premier servi si vous voulez vous l'offrir. C'est un cadeau magnifique, c'est une œuvre d'art, mais c'est une méta-œuvre d'art. C'est vraiment, il y a le génie de l'histoire, le génie de Gilliatt, le génie de Victor Hugo et le génie de François Chifflard. Franchement, c'est juste une œuvre magnifique. Sur ce, n'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul pouvez protéger. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge dans votre librairie de Lille.